Bonsoir. Salut tout le monde. Salut Dralert, Skepsidi, Soltavirtz, Saragor, Idis, Tima OSSE, McMuffin, Kelgard, Pépito. Merci beaucoup pour le 7e mois de Tira. Pépito, merci beaucoup. Salut Singe sur planche. Salut Doc Jackal, Garadon, Volinari, l'infirmier, Kenou, Runewald, Sylvain, le lutin voleur de slip, Adeboy Slim, Wildcat et Toredine. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est lundi soir, je viens de rentrer chez moi. Je suis sorti de l'Eurostar il y a 1 heure, et donc je viens de rentrer chez moi. Salut Thomas, j'espère que t'es bien rentré. Salut PLH, salut Castagnier. J'ai passé un super week-end, on va en parler. Pas grand-chose de plus à dire que ça, hein. On va parler du week-end de tournoi qu'il y a eu le week-end dernier. Salut Yitou, merci, ça fait plaisir aussi de vous voir, de vous parler, enfin de vous voir, de vous entendre, de vous lire. Salut Scar. Donc, pour vous briefer un peu avant de démarrer, avant d'entrer dans le vif du sujet, avec Martin, ça fait quelques temps qu'on voulait monter un projet pour faire des tournois en équipe à l'international. Et on a vu que Richie, qui est un gros joueur anglais, aussi organisateur d'événements, organisait une série d'événements anglais pour des événements pour des clubs. Donc il y a 4 événements. Le premier, c'était ce week-end à Coventry. Il y en a un en avril à Sheffield, un en juin à Bristol. Et il me semble que le dernier est en octobre, également à Sheffield, de mémoire. Donc, en voyant ça, on s'est dit à Martin que bon, on pourrait essayer de faire un truc. Et du coup, moi, ça fait un moment que je veux essayer de monter une structure un peu plus... ma structure, quoi, si on veut. Et du coup, c'est un peu comme ça que j'ai commencé Ninja Baguette en début d'année scolaire, donc début septembre, un peu tout seul, avec Martin. Et puis on a décidé de voir si ça a chauffé des gens, et puis on a eu pas mal de réponses positives. Et du coup, on a décidé d'essayer de faire un max d'événements internationaux en équipe, avec une sélection de joueurs qui allait varier au fur et à mesure des événements. On a commencé par le Luxembourg en décembre. On en a déjà parlé sur le stream. On a fini premier au Luxembourg, donc c'était un très bon tournoi pour nous. On était accompagné de Yorin, Romain et Rome 2. Désolé, Rome 2. Au Luxembourg, et ça s'était très bien passé. Tout le monde avait beaucoup aimé. Et du coup, on voulait continuer l'expérience. Donc, on est inscrit sur les 3 prochaines dates anglaises. Et on a également un GT au Danemark en mi-mars avec Ninja Baguette. Donc ça va faire des séries d'événements à l'international pour l'équipe. C'est quelque chose de très cool. Et ce qui est très intéressant également, c'est que on a une partie de roster un petit peu fixe, les membres corps si on veut. Et on a une partie du roster entre 1, 2, 3 personnes qui varie un petit peu en fonction des événements. Et ça, c'était une vraie volonté que moi j'avais. Je voulais pas qu'on reste enfermé dans un roster fixe de joueurs qui se connaissaient, etc. Je voulais découvrir des nouveaux joueurs, ou pas forcément des nouveaux joueurs, parce que c'est des joueurs qui ont quand même de l'expérience, mais des joueurs avec lesquels on pense avoir envie de jouer, des joueurs qui ont un bon niveau, et j'avais envie de voir ce que ça donnait avec ces joueurs-là à l'international. Et du coup, c'est un peu l'esprit du truc, c'est avoir un roster cœur très solide et avoir des joueurs prometteurs, des joueurs qu'on a envie de voir, des joueurs qui partagent notre même philosophie de jeu aussi également, parce que c'est très important à table. Et du coup, pour cette étape, on y est allé avec... attendez, je vais mettre un petit support visuel. Bougez pas. Je retrouve.
Hop, pif. Pour cette étape, du coup, c'est cool d'avoir emmené un peintre pro comme Yorin. Exactement. Oh là là, mais les squigs, hein. Les gens qui sont sur le Discord, ils savent. Hein. Donc pour cette étape, on y allait avec donc Martin et moi, Romain, Yorin. Donc Martin, moi et Romain, on va être quasiment sur toutes les étapes. Yorin sur beaucoup d'étapes aussi. Et donc nous ont accompagné quelqu'un qui est un joueur vétéran de la Belgique en la présence d'Antoine Dumont, qui a accepté de dépanner un peu, pas tout à fait au dernier moment, mais pas loin d'être au dernier moment, puisqu'on devait avoir un autre joueur qui n'a pas pu venir. En tout cas, c'était très cool d'avoir Antoine dans l'équipe. Et en joueur un peu moins connu, même si ça veut pas dire grand-chose, on a eu Thomas qui est dans le chat sous le pseudo de Hafok. Salut à toi, re-salut. Avec qui, du coup, on a décidé qu'on avait envie de faire un tournoi avec lui à l'international. Donc, un roster très cool, avec des listes très cool aussi. Antoine n'était pas en L1. Antoine était en L1 avec Projet X, tout à fait. Il me semble qu'il est dépanné aussi en L1 parce qu'il me semble que Projet X, il leur manquait un joueur et qu'il les a aidés à dépanner, je crois. En tout cas, déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a tous passé un week-end génial. On s'est tous bien marrés. Et c'est la première métrique. Première métrique, c'est à quel point les gens se sont sentis bien ce week-end avec les autres. Est-ce que c'était organisé correctement? Et donc, a priori, tout le monde a trouvé ça bien. Tout le monde a trouvé ça bien organisé. Il n'y a eu aucun problème. Ça, c'est déjà un premier point. Des listes très très cool, Palador. Ouais, bon, il y avait des listes plus bourrines que d'autres. On s'apesantira pas trop sur ta liste, Robin. Et du coup, deuxième point, comportement à table exemplaire de tout le monde. C'était un prérequis c'était un prérequis de base sur lequel on était d'accord avec Martin. C'est exemplaire à table, le fair play avant le reste, avant même le résultat. Le résultat n'a aucun intérêt si le fair play n'est pas là. En tout cas, c'est comme ça que nous, on conçoit le jeu. Et donc, c'était très important pour nous. Et tout le monde a brillé par là. Il y a eu des compliments en ce sens de certains joueurs envers les nôtres, et également respectivement, bien sûr. Donc, ça m'a fait extrêmement plaisir. On a eu des matchs faciles, on a eu des matchs difficiles, notamment contre des joueurs de l'équipe d'Angleterre de cette année. Et dans les retours de ces matchs faciles comme difficiles, on a eu des retours extrêmement positifs sur le fair play et le comportement à table des joueurs, ce qui devrait être un standard à mes yeux, mais en tout cas, ce qui m'a fait extrêmement plaisir de voir qu'on ne s'était pas trompé dans la sélection, en tout cas, de cet ensemble de joueurs. Et je pense que moralement, tout le monde était au top et ça a fait plaisir à tout le monde que tout se passe extrêmement bien. Donc ça, c'était le contrat de base. Maintenant, tout le reste, c'est du bonus. Et on a quand même eu un très joli bonus puisque nous avons remporté le tournoi avec 5 victoires. Donc on a gagné contre toutes les équipes. On va revenir dans le détail des rondes juste après. Et je voulais quand même vous montrer un petit peu ce qu'on a pu recevoir comme trophée parce qu'on était un peu choqués tellement il y avait de choses. Donc, grosso modo, ce qu'il y a eu, je vais vous les montrer. Chaque joueur a déjà eu deux certificats, en fait. Le premier certificat, je vais vous montrer, ça ressemble à ça. Donc, c'est dans un petit, une petite pochette. Et en fait, est-ce qu'on voit quelque chose? Vite fait. Et en fait, quand vous l'ouvrez, donc vous avez Tournament Champion avec votre nom, la signature et ici un logo de UKTC. Donc c'est assez quali, hein. C'est une feuille mais c'est assez quali. Et il faut savoir qu'on a remporté non seulement le tournoi mais également du coup le Best Club puisque on a eu également du coup cet award du Best Club, donc le certificat du KTC. Ça c'était la première chose que chaque joueur a eu ces deux certificats en tout cas dans l'équipe. Ensuite avec ceci, chaque joueur a également reçu une médaille extrêmement stylée. Je vais vous montrer. Moi, je la trouve très cool. Donc ça, c'est la boîte. Attendez, voilà. Là, on voit. Ça, c'est la boîte. Et en fait, hop,
Et voilà la médaille elle est à l'envers, hop, que chaque joueur a reçue. La médaille est quand même très, très, très stylée. Hein. Donc chaque joueur a reçu cette petite médaille. Alors, et quand je dis petite, c'est pas petit. Hein. En vrai, que j'ai un modèle for scale. Bougez pas. J'ai un Kragnos for scale. Donc vous voyez, hop. Donc la médaille est pas petite. Hein. D'ailleurs, il manque une corne à Kragnos. Faut que je la recolle. Mais la médaille est vraiment pas petite. Elle est très, très, très stylée. Donc ça, c'est ce que chaque joueur de l'équipe a reçu. Et ensuite, on a reçu du coup deux trophées d'équipe. Donc un trophée d'équipe de gagnant du tournoi et un trophée d'équipe de meilleur club du tournoi. Le trophée de meilleur club, il ressemble à ça. Il est très cool. Il est vraiment très très stylé. Voilà. Donc ça c'était très cool. Et également, on a reçu le trophée de champion du tournoi. Et là, par contre, il va falloir que je recule. Parce que là, vous n'êtes pas prêts. Ça rentre pas dans le cadre. Donc, imaginez la taille de ce machin. Voilà. La taille de ce bordel. Si je vous montre Kragnos à côté. Voilà. Voilà la taille de Kragnos à côté. Hein. Donc, je vous laisse imaginer le retour ensuite, parce que ça rentre dans aucun sac. Hein. Donc, le retour en Eurostar, en train, etc., dans le métro. Ah non, je l'ai pas caché. Hein. C'était dans la douane, c'était comme ça, pif pouf. Ils m'ont demandé d'ailleurs ce qu'on avait gagné et tout. Par contre, ouais, le bordel pour ramener, quoi. Mais c'était très 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 sympa, les trophées étaient très très jolis et ça faisait vraiment plaisir en fait de voir qu'il y avait aussi un certain investissement dans les récompenses données aux champions. Faut savoir que les deuxièmes et troisièmes ont tous eu des médailles également. Je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y avait comme truc. Hop, je suis sur le Blue Sky de Richie. En fait, il y avait tout ça comme award. Donc, les deuxièmes et troisièmes, ils ont également eu une médaille. Les derniers ont eu une cuillère en bois à UKTC. Il m'en faut une. Il m'en faut absolument une pour faire les pâtes. On s'est demandé si on n'allait pas juste troller un tournoi pour avoir les cuillères en bois UKTC, tellement elles sont stylées. Mais voilà, il y avait quand même, il y avait beaucoup de choses. Il y avait aussi des choses pour les armées les plus cool, etc. Donc il y avait plein de choses. C'était vraiment très 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 sympa. Et puis là c'est notre photo de vainqueur. Tout le monde très 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 content du résultat de ce tournoi. Là, on avait l'équipe qui sont arrivés deuxième avec notamment Phil qui est capitaine de l'équipe anglaise cette année. On avait Max qui est également joueur et James qui était également joueur de l'équipe anglaise. Donc il y avait 3 joueurs de l'équipe anglaise dans cette équipe-là. Et il y a Tom, le frère de Phil, qui est dans l'équipe UN des Worlds de cette année. Donc c'était évidemment la ronde la plus relevée et on va revenir dessus juste après. Voilà un petit peu pour le résumé. Alors, c'est quoi la différence entre meilleure équipe et meilleur club? Alors, il y a champion du tournoi, donc c'est les gens qui ont gagné le tournoi, et meilleur club, en fait, toutes les équipes n'étaient pas des clubs. Par exemple, l'équipe de Phil, c'est une équipe qu'ils ont composée pour aider le tournoi à se remplir, et du coup, c'était pas un club. Donc, il fallait être registré en tant que club, et du coup, c'était le premier, si vous voulez, dans l'ordre du classement, qui était un club légitime. Tout à fait. Qu'est-ce que vous me dites? Kragnos sera toujours plus beau. Kragnos est très beau de toute façon. Quoi de différence en meilleur équipe? On en a parlé. Archaon en scale pour le deuxième. Ouais, il faudrait, mais j'ai la flemme d'aller chercher, quoi. Ouais, ils sont pas foutus de notre gueule pour les trophées. Hein. Vraiment, c'était très stylé. Il n'y a pas de souci, Elise. Merci beaucoup.
J'ai envie de traverser la Manche. Ouais, c'est très cool. Et en vrai, si vous voulez aller jouer en Angleterre, et alors évidemment, c'est beaucoup plus simple si vous êtes à Paris, parce que l'Eurostar, si vous y prenez en avance, c'est pas très cher. L'Eurostar, je crois que c'est dans les 100 euros si vous y prenez en avance aller-retour. Et ensuite, vous avez des trains qui vous emmènent dans les villes. Et du coup, le train, c'est pas trop cher. C'est genre 40-50 balles. Vous avez 150 balles de transport. La location sur place était surprenamment pas trop chère. On en a eu pour 530 euros à 6 pour 3 nuits. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Ça fait, je crois que de mémoire, ça fait 88 euros par personne pour 3 nuits, ce qui est vraiment pas grand-chose. Donc vraiment, c'est pas si cher que ça. Donc si un jour ça vous tente, n'hésitez pas et vous faites un kiff. Après moi, je conseillerais, si un jour ça vous tente d'aller jouer en Angleterre, le premier endroit où je conseillerais d'aller, c'est à Nottingham, à Warhammer World, faire le tournoi à Warhammer World et découvrir le temple de Warhammer. Warhammer World, c'est là où vous avez toutes les figurines qui sont prises en photo pour les Battletomes. Vous avez tous les dioramas de Warhammer World qui sont incroyables. L'ambiance de la salle, elle est fantastique. Tu vas en jouer à Escape City pour un event ou juste comme ça? Yoren a réussi à scorer du primaire avec sa liste full bet. Bah oui. Yoren, je crois qu'il a fait 4-1. Non, avec un pote, on s'est chauffé. Trop bien. Tu vas voir, tu vas kiffer. Hein. Honnêtement, c'est un peu le temple du hobby. Hein. Les listes sont accessibles hors BCP ou pas? Elles sont sur... Est-ce que j'ai des mis sur mon Discord? Je peux les remettre sur mon Discord si vous voulez. Hein. Yep. Je vais les remettre sur le Discord, bougez pas. Est-ce que c'est ça? Ça va être ça. Ah mais il va me dire non. Ah non, ça va, il me dit pas non. Hop. Normalement, je les ai mis dans commentaires de stream. Vous avez l'ensemble des listes. On a prévu de craquer le PVL aussi. Yoren, après 6 mois d'abstinence, qui remet le nez dans les squigs. Ouais. Après, je crois qu'il m'a dit que faudrait bouger un peu la liste sur des trucs, mais en tout cas, il a bien aimé. Voilà, pour le premier débrief. Maintenant, on va parler un petit peu des rondes. Nous, si on regarde un peu les rondes, tiens, je vais ouvrir le PDF des rondes, qui est plus simple à regarder. Hop. Bougez pas, ça charge. Bien sûr que 80 c'est trop. Bah non, c'est pas trop 80, c'est bien 80. En tout cas, je peux dire que personne voulait jouer contre lui. Hein. Donc les rondes, si on avait ça, donc on avait les rondes en avance puisque tout le monde se jouait. Ninja Baguette contre Let's Go 5. Donc on a joué Let's Go 5, ensuite Only Ham, ensuite Brimstone Enclave, ensuite Team Bash et ensuite en dernier lieu nous avons joué Cats of War. Et si on regardait, on essayait de deviner un peu la force de ces équipes. On avait du coup les équipes les plus fortes à la fin entre guillemets. Les 3 dernières rondes étaient les équipes les plus fortes avec l'équipe avec 3 membres de l'équipe d'Angleterre en ronde 5. Donc on savait que le tournoi allait aller crescendo et les premiers, les Let's Go 5, étaient vraiment débutants sur la scène. Donc on a pendant les pairings par exemple, on leur a expliqué comment il fallait pairer, etc. Ils étaient très 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 sympas. Et on a vraiment passé des excellentes games, mais on savait que c'était la ronde la plus facile. Ensuite, Only Ham était un peu plus dur, Brimstone un peu plus dur, etc., etc. Donc, faut garder ça en tête lorsque vous voyez l'ensemble des rondes. C'était aussi le premier événement, c'était l'événement de lancement, donc c'était probablement l'événement le moins relevé en termes de niveau, même si on avait quand même une équipe avec 3 joueurs anglais, de l'équipe d'Angleterre, pardon. C'était l'équipe où le niveau était le moins relevé pour l'instant. Donc je pense, et c'est à peu près sûr que les éditions suivantes, le niveau sera plus dur, ce qui est très bien. Ok, donc première ronde, nous jouons contre les Let's Go 5. On va pas forcément entrer trop dans le détail de cette ronde, puisque comme je l'ai dit, c'était beaucoup de débutants, enfin pas des débutants en termes de jeu sur table, mais c'était leur premier tournoi. Donc ça s'est pas très bien passé pour eux, mais c'est normal. Hein.
Ce sont des joueurs qui étaient très sympas d'ailleurs, mais qui manquaient encore un peu d'expérience. Et du coup, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à débriefer cette ronde à ce niveau-là. Vous voyez les scores, ils sont. Alors la méthode de scoring est la même que celle qu'on utilise en France. Donc pour faire 20-0, il faut faire 37 points d'écart, grosso modo. Donc c'est pour ça cette ronde n'est pas forcément très pertinente parce que en termes de niveau de jeu, il y avait quand même un gros écart. Sur la deuxième ronde, c'était une équipe déjà un petit peu plus chevronnée qui s'appelait Only Hams. Et du coup, sur cette ronde, on fait 5 victoires et moi, je fais draw contre Slaanesh. Ce qui est intéressant, c'est que on a dû, comme à chaque fois, faire certains sacrifices, set up certaines choses. Je pense que jouer dans Slaanesh, c'est pas une bonne idée pour ma liste. Mais on savait qu'on mettait bien plein d'autres listes, donc ça s'est plutôt bien goupillé sur Global, ce qui est toujours l'objectif. La liste de Slaanesh ici, c'était une liste avec vraiment pas mal de tirs et de mobilité, et on jouait sur 8 objectifs. C'était notre pire ronde, parce qu'on a personne qui voulait vraiment jouer sur 8 objectifs. Et là, Doc contre Slaanesh, je vais vous montrer la liste, avec il y avait 30 Blizzbarb, 30 Blizzbarb Archer, 2 caves rapides de tir, une cave d'impact. Donc il n'avait pas tant d'units, mais il bouge très très vite sur la map. On est sur 8 objets, donc c'était pas évident. J'ai pas fait, je pense pas que j'ai fait de grosses erreurs sur ce match-up. Je me suis servi de la palissade pour pas que Morati prenne 3 dégâts gratos tour 1, ce qui était très bien. Mais derrière, le scoring, c'est quand même vraiment compliqué à la fin. J'ai dû prendre quelques risques qui n'ont pas forcément payé. Mais au final, on finit sur un draw, ce qui est très bien. Je n'ai pas beaucoup de choses à débrief sur les autres games, puisque c'était plutôt one-sided. Yorin, je sais, c'est que le Arbol Rosa. Oui, tout à fait. Tout à fait. Le Arbol Rosa, il est exceptionnel. Il n'y a pas de raison de ne pas le mettre. La liste, ah merde, j'ai cliqué sur le scoring. Moi, ce que je veux voir, c'est la liste. La liste de Yorin, c'est celle-ci. Kragnos, Gobapalooza, Snarflang Rider, 80 Squig, Rabble Rosa, Squig Boss. Ça marche très très bien. Donc, il fait un 14-6 contre Fire Slayer, pas trop de problème. Il me semble que c'était sur 8 objectifs d'ailleurs. Je suis plus sûr, attendez. Est-ce qu'on peut voir le scénario? Non, mais normalement c'est dans l'ordre des tables. Ouais, c'est dans l'ordre des tables. Donc Scorcher, c'était les 2 tables centrales. Donc oui, il était sur 8 objets contre Fire Slayer. Donc il met 14-6. On savait que personne ne voulait vraiment jouer sur 8 objets à part Gloom. Et du coup, on savait qu'on voulait mettre Yorin dessus. Et puis moi, ils m'ont choisi pour mettre dans Slaanesh. Ce qui est logique. Hein. Donc pas grand chose de plus à débrief sur la ronde. C'était pas comme la ronde précédente, c'était pas la ronde la plus intéressante. Il va y avoir des rondes beaucoup plus intéressantes à débrief après. La ronde 3. Là, on rencontre les deuxièmes. Donc c'était une ronde beaucoup plus intéressante. Et je crois que c'est la ronde où on met notre plus mauvais score. Sur cette ronde, du coup, on met Slave to Darkness dans Nurgle et on est très content sur le papier, puisque notre Slave to Darkness a accès à la Radiance. Et donc, on est très content de le mettre dans Nurgle. Enfin, c'est pas nous qui le mettons dans Nurgle, pardon. Ils ouvrent avec Nurgle, on attaque avec Slave et Venge, je crois. Et du coup, on est très content qu'ils prennent Slave parce qu'on pense que c'est le meilleur match-up pour nous. Et de notre côté, on donne le Skaven à Yorin. Là-dessus, on est très content aussi. Ensuite, sur la suite, oui, sur la suite, c'était Star Strike. Et sur Star Strike, on open avec moi, parce que d'auteur sur Star Strike, c'est vraiment super con. Et il nous propose OBR et je sais plus si c'est Soulblight ou Sylvanette. Et du coup, évidemment, on prend OBR parce que OBR. Enfin, Daughter a un très bon match-up sur Star Strike.
OBR, d'auteur contre OBR, c'est un très bon match-up. Donc quand vous combinez les deux, c'est vraiment explosif et ça se voit parce que je mets 20-0 alors qu'il a le double tour T1, T2 qui lui permet d'éventuellement faire des choses. Mais il pouvait rien faire. Sa liste, elle est vraiment. Sa liste ne peut pas du tout gérer Doc. En fait, vous voyez, il y a trop peu d'unités. Dès qu'il veut essayer de trade dans Moratti, il perd une grosse unité. Et il va avoir beaucoup de mal à protéger son Nagash. Et moi, j'ai des choses qui vont très vite et qui tapent très fort. Donc là, il pouvait vraiment rien faire. Il n'y a pas eu de problème de joueur. Il n'y a pas eu fondamentalement d'erreur en jeu. C'est juste que le match-up est injouable pour lui. Grosso modo, si moi je joue correctement, si je joue pas comme un idiot, il y a pas vraiment de game pour lui possible. Donc là, c'est pas forcément extrêmement intéressant. Mais oui, le score est pas très intéressant, si vous voulez. Content du Gloom versus Skaven. Le Skaven, il avait ça. Je vais te montrer. Donc le Skaven, il avait ça. Il avait deux canons. Donc il avait pas du tout assez pour dégommer les squigs. Donc c'est pour ça que pas de problème, en fait. À partir du moment où il tue pas le pack de squig, il y a pas de souci, tu vois. Donc non, il y a pas eu de souci sur le match-up. Il n'y a pas eu de souci en tout cas sur ce match-up-là. La liste d'Antoine, ce n'est pas une liste démon. On a voulu donner Morbid à notre Stormcast. Je viens de poster les listes sur le Discord Fastesia. À notre liste Stormcast, on a donné Morbid, donc on l'avait pas pour Zench, et du coup, notre Zench, on lui a fait jouer une liste de Zangor. C'est la liste qu'Antoine il a joué au Worlds. La liste, elle a été très efficace. Tout le tournoi, excepté sur cette ronde, on va en discuter. Mais la liste est très bonne, vraiment très bonne liste. Donc il en a été très très content et nous aussi. Là sur la liste, il s'est fait surprendre par Sylvanette. On a commencé à débriefer un petit peu et de ce qu'il me disait, il avait fait beaucoup d'erreurs et qu'il referait pas. Il s'est fait surprendre grosso modo dans le match-up et il le jouerait complètement différemment la seconde fois. Ça arrive, hein. Il n'y a pas de sujet et c'est aussi les tournois, quels qu'ils soient, c'est aussi toujours des très bonnes occasions d'apprendre. Et moi, ça me fait plaisir quand les joueurs ils me disent ouais, j'ai perdu, par contre j'ai appris plein de trucs et je sais que je ne le jouerai plus du tout pareil. Bah franchement, voilà, c'est tout ce qu'on demande. En plus, c'est pas non plus les Worlds, c'est pas un tournoi hyper important. C'est un tournoi où nous on veut éprouver des joueurs, on veut montrer des perfs, bien sûr, on veut montrer du fair play, et donc si les gens connaissent pas absolument 100% des match-ups, c'est pas grave, et surtout s'ils apprennent, c'est le principal. Caradon vs Nighthaunt, faudra que Thomas fasse un débrief. D'ailleurs, la liste Caradon de Thomas, je sais pas si vous l'avez vu, hop, la liste Caradon de Thomas est un peu particulière, je pense que vous connaissez pas trop, ça a été extrêmement efficace tout le week-end. Il a failli faire 5-0 Thomas, alors qu'on le setupait un petit peu, c'est-à-dire qu'on on essayait de le mettre sur un scénario qui lui plaisait, mais après sur les match-up, on le setupait pas trop sur les match-up. Il avait plutôt le scénario et après les match-up, il se débrouillait. Et du coup, la liste a fait 4-1, sachant que sa défaite, il perd 9-11 et qu'il était pas loin de la gagner, et c'est contre Soulblight je crois sur pas mal d'objets. Donc honnêtement la liste elle a super bien tourné et c'est ce que je lui ai dit, j'ai besoin de voir comment tu joues la liste parce que je comprends pas comment tu fais 4-1 avec ça, et donc dans un dos de la cuillère future il viendra jouer la liste, je me ferai éclater une fois pour comprendre comment la liste se joue et pourquoi la liste marche bien. Mais ça va me faire extrêmement plaisir de comprendre, parce que vous regardez la liste, vous êtes en mode mais il n'y a rien dans la liste. La liste est vide. En fait, il y a 18 ballons de cac et il arrive à le faire marcher. Donc c'est extrêmement intéressant de voir ça. Et du coup, il viendra dans les semaines à venir jouer sur le dos de la cuillère pour jouer cette liste, pour qu'on voit un peu comment ça se goupille. Et que je comprenne comment ça marche. Et comme la plupart de ses opposants, je perdrai probablement la game, mais c'est pas ça qui est important. Mais en tout cas, on avait des doutes sur Caradon. Et moi, comme les résultats ne sont pas si importants que ça, mes envies vis-à-vis de ça
vis-à-vis du tournoi, c'est plutôt de faire confiance aux joueurs. Si le joueur me dit, je pense que ça va bien marcher, je préfère lui faire confiance et être un peu déçu et débrief après s'il y a eu ces soucis, pourquoi il y a eu des soucis, que de dire non, mais on a vraiment besoin de prendre ça. Ça n'a pas trop d'intérêt, surtout quand le joueur il a envie de jouer un truc. Bah là, Thomas, il a géré, il a fait ce qu'il fallait, il a montré que c'était le bon choix. Donc ça en est que mieux. Mais même si c'était vautré, ça aurait pas été grave. J'en aurais pas voulu en tout cas. Parce que de toute façon, c'est une décision qu'on a prise ensemble de dire bah oui, non, mais il n'y a pas de souci, joue Caradron, on verra bien ce que ça donne. Et moi, j'ai quand même toujours tendance à penser que il y a beaucoup de gens qui dénigrent un peu trop certaines armées parce qu'on n'en voit pas du tout et que je persiste à croire que toutes les armées sont jouables et en plus, vous avez un petit avantage de surprise. Donc, très, très, très content de la perf de cette liste Caradron et de Thomas. Bon, on peut parler de Sob, hein, puisque dans la team Angleterre, entre guillemets, il y avait un joueur de l'équipe d'Angleterre qui jouait Sob et il a bien parfait. On regardera sa liste quand on y arrivera. Et je pense que c'est une des listes les plus opti en Sob faisable. Bien qu'il n'y en ait pas beaucoup, hein, on se comprend. La game de Martin contre Nurgle, il m'a dit qu'il aurait pu mieux la jouer. Il y a eu de mémoire, il y a eu des gros faits de jeu sur pas mal de charges enchaînées. Maintenant, il m'a dit qu'il aurait pu mieux la jouer et ne pas la perdre, même si la manière dont il l'a joué aurait dû passer, entre guillemets. Hein. Après, il y a toujours des faibles pourcentages, hein, ça arrive. Et la preuve, c'est arrivé. Mais du coup, c'est aussi pour ça qu'en équipe, bah, c'est pas un problème parce que c'est tout petit faible pourcentage, ils n'arrivent pas sur toutes vos games. Donc, c'est vraiment pas un souci. Mais après, Martin a dit aussi qu'il aurait pu un petit peu mieux la jouer. Ouais, la liste Nurgle, c'est celle-ci. Mais on continue. On est certain que notre liste STD est censée gagner le match-up. Hein. Il y a eu des problèmes, que ça soit des gros faits de jeu ou même des erreurs de joueurs. On reste convaincu que c'est le bon choix et que si on devait refaire la game, on gagnerait cet échange. Maintenant, peut-être qu'on se trompe, mais je pense pas. Je pense qu'il y a eu des erreurs, il y a eu ce que Martin a dit, quoi. Et ça, c'est des choses qui arrivent, il faut le savoir. Il n'y a pas trop de soucis avec ça. Donc, on finit la première journée sur 3 belles victoires. Et du coup, le samedi soir, on est allé au pub pour boire un petit peu. Ça, c'est vraiment... si vous n'êtes jamais allé en Angleterre, il y a plein de choses bien, plein de choses pas bien, comme dans tous les pays. Hein. En France, c'est pareil. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est la culture pub qu'ils ont en Angleterre. C'est-à-dire que c'est vraiment différent d'un bar en France. Vous le verrez, si vous y allez, c'est vraiment différent. C'est vraiment une super ambiance. Moi, j'aime beaucoup. Notamment même le dimanche soir, comme on restait jusqu'au lundi, en tout cas pour 4 d'entre nous, Antoine, Thomas, Martin et moi, on est allé au pub le dimanche soir. En fait, il y avait grave de monde. C'était dimanche soir, 22h, il y avait grave de monde au pub. C'était super bonne ambiance et franchement, c'était vachement plaisant. Donc ça, c'était plutôt cool. Bref, je ferme la parenthèse. Le lendemain, on avait 2 grosses teams à affronter. Donc la ronde 4. Hop, on joue Team Bash. Et voici donc un aperçu des résultats. On a mis notre Stormcast. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais vous raconter des trucs sur Stormcast. Je vous raconterai des trucs sur les Stormcast une fois qu'on aura fini. Mais grosso modo, pendant tout le tournoi, on a set up le Stormcast pour être sûr qu'ils mettent des gros scores. Et Romain, il a assuré, il a mis des gros scores. Donc là, il était set up, il a eu Idonet, il l'a éclaté. Parce que la liste Stormcast est très 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 forte, c'est peut-être la meilleure liste du moment, peut-être. Et il était set up pour toujours mettre des gros scores. On a Thomas qui s'est battu de fou contre Benjamin Sava. Benjamin Sava, c'est un joueur connu qui a notamment gagné qui était à Atlanta aux Worlds et qui a gagné le prix de la plus belle armée. Il a une armée sous bled qui est magnifique, c'est un peintre pro, mais c'est aussi un joueur pas mauvais. Donc, et Thomas était un peu deg parce qu'il me dit qu'il pouvait la gagner
Donc, c'est sa seule défaite et il perd 11-9 contre Soulblight sur 6 objets. Non, pardon, c'était pas sur 6 objets, c'était sur Joseph Gallet. Et Thomas a dit qu'il aurait pu la gagner. Donc, mais bon, bref. En tout cas, en équipe, une différence entre un 9-11 et un 11-9, c'est pas grand chose si vous laissez 2 points d'écart ou 4 si vous prenez le. Non, c'est 2 points d'écart, excusez-moi. Et du coup, c'est pas très grave, quoi. Donc, bref. Martin, en STD, il joue sur 6 objets contre Fake et contre un bon joueur. Dean Limas, c'est un bon joueur. Et heureusement que Slave, c'est vraiment fort parce qu'il m'a dit Fake sur 6 objets, c'est vraiment, vraiment dur. Et c'était pas du tout une game évidente à gagner. Donc, on était content de la gagner, celle-là. Et en vrai, en termes de pairing, celle-là, elle est peut-être plus pour le Fake que pour le STD. Ensuite, Yorin, il a astropoutré un Séraphon. Bon, bah, il n'y a pas trop de grand chose à dire là-dessus. J'ai pas beaucoup débrief. Je vous avoue que j'ai pas beaucoup débrief avec Yorin. Il a plus des débriefs avec Martin. Donc, j'ai pas eu son feeling final sur sa liste. Mais grosso modo, ça swarm la map, ça fait beaucoup de dégâts. Ça va assez vite avec le Rabble Rosa. Vous avez Kragnos pour charger, pour fiabiliser la charge, etc. En tout cas, le Séraphon n'a pas eu l'air d'apprécier. Moi, je me tape un Luminette avec une liste vraiment pénible. Alors, attendez, hop. Je vais vous montrer la liste. Donc, dans la liste, vous avez Avalenor, Disstone Guard, D-Riverblade, un Stone Mage, Eltarion, 20 Sentinelles et Calicental. Et du coup, je perds 12-8. On est sur Border Wars. Et en fait, il y a plusieurs choses. De 1, si les 2 joueurs jouent au même niveau, normalement, je peux pas la gagner. Les sentinelles font trop de dégâts et c'est trop compliqué de rentrer dans le bunker d'Avalenor. Deuxième chose, les 2 joueurs n'ont pas... aucun des 2 joueurs n'a joué parfaitement. J'ai fait une énorme erreur tour 1 qui me coûte la game au final parce que lui a fait des séries d'erreurs ensuite sur l'ensemble des tours qui me permettent de tenir le score. Mais grosso modo, si je fais pas mon erreur ronde 1 et qu'il joue à peu près comme il a joué, je peux la gagner. Alors que normalement, si vous avez une liste de ce type contre ma liste d'auteurs, c'est très compliqué de la gagner, surtout sur un scénario comme Border Wars. Pourquoi ? Vous avez un bunker à Valenor à la Stone Guard quasi imprenable au centre, puisque moins une attaque, à Valenor, il peut être en save à 0. Les Stone Guard, ils sont en save facilement en save à 2 avec de la ward à 5. Donc, c'est extrêmement difficile à prendre. Moi, à part Moratti, j'ai pas accès à une rend immense, ou en tout cas pas assez pour que Avalenor soit inquiété. Et du coup, sur Border Wars, c'est compliqué. Donc, ce qui se passe, c'est que tour 1, moi, je me déploie pour être hors de portée sentinelle et je lui donne le tour. Ça me fait un tour de moins où je me fais pas tirer dessus. Donc ça, pas de souci. Ça, c'était le bon play. Et lui, du coup, il fait centre avec Avalenor et Stone Guard, ce qui est logique. Et c'est à peu près tout. Et en fait, le centre avec ça me fait vraiment chier parce que le centre est proche vraiment de tous les objets. Donc c'est vraiment pas évident. Comme on en regarde, j'ai pris plus un rend contre l'infanterie quand Moratti charge, ce qui me permet éventuellement de sortir le Stone Guard plus facilement avec Moratti. J'ai hésité avec anti-monstre, mais je me suis dit que je sortais à Valenor au mortal. Moi, je démarre mon tour et en fait, je lance Mind Razor sur une unité. C'est ça, je lance Mind Razor sur un pack de serpents avec Moratti. Et du coup, là, je suis content parce que j'ai un pack sous Mind Razor. Du coup, je suis en mode, bon, pas mal. J'ai Avalenor et un pack de Stone Guard pas loin. Peut-être moyen de faire un truc, on verra. Mais au départ, non, pardon, mon plan de départ, c'est juste de scorer parce que je peux scorer un décor en téléportant mes Kainites. Et je veux juste scorer un décor et prendre 2 objets. Et comme ça, on est à égalité et rester loin de lui, en fait. Pour que Avalenor soit pas au centre de table, pour qu'il commit quelque part et que je puisse tourner autour sans trop... Au départ, je voulais pas gérer le bunker. Ok ? Ce qui, je pense, était le bon play.
Et en fait, deuxième sort de Moratti, je fais fiasco, je prends 3 PV sur Moratti. 3 PV, pas de ward, voilà. Donc ça veut dire, faut que j'envoie Moratti. Et là, donc ça c'est toujours le bon play, hein, de dire faut envoyer Moratti. Elle a pris 3 PV, faut l'envoyer. Ça c'est pas un débat, c'est le bon play. La problématique, c'est que je me suis dit, je sais pas pourquoi, je me suis auto-convaincu que j'allais envoyer le pack de serpents qui était en Mind Razor avec Moratti pour éclater à Valinor. Et en fait, c'était complètement con. J'ai complètement oublié qu'il avait le moins une attaque. Hein, vous voyez, ça arrive à tout le monde. J'ai oublié qu'il avait le moins une attaque. Mes serpents, j'ai fait 11 attaques. J'ai fait 0,6. Il a fait toutes ses saves à 2+. J'ai fait 0 dégâts avec mes serpents dans Avalenor. À Valinor, il m'a poncé un pack de serpents gratuitement, alors que je pouvais juste l'éviter, ne pas le faire. Je lui ai donné un pack de serpents gratos. Si je fais pas cette erreur, je gagne la partie à la fin. Donc ça, c'est un peu dommage. Derrière, par contre, Moratti, je l'ai fait bien bosser. Je l'ai fait power through pour pouvoir capturer son objet et marquer 10, ce qui me met en avance sur le score. Ce qui veut dire qu'à la fin de la partie, avec l'avance que j'ai au score, ça me permet de ne pas être trop en retard. Je finis avec 5 points de retard, ce qui donne un 12-8. Mais grosso modo, si je donne pas mon pack de serpents gratos, la game, elle est pour moi. Parce qu'il fait des petites erreurs aussi après. C'est pas forcément important de tout détailler, mais il fait des petites erreurs après par la suite que j'arrive à exploiter avec des contre-charges de Moratti, des choses comme ça. Et du coup, ça finit très serré. Et si j'avais eu ce pack de serpents en plus, c'était plié parce que j'étais pas censé le perdre. Donc ça, je peux m'en prendre qu'à moi-même d'avoir perdu cette game. C'est un peu dommage et je pense que malheureusement, c'est le fiasco into 3 BM dans Moratti qui m'a pas fait sortir de mon jeu, mais le play d'envoyer Moratti à partir de ce moment-là, il est correct. Mais juste, j'avais Mind Razor sur un pack de serpents et je sais pas pourquoi je me suis dit que c'est bon, je vais gratter à Valinor. Parce que je me dis qu'avec 21 attaques, si je fais 3, 4, 6, ça fait déjà tout de suite 9 à 12 BM. Après Moratti, si elle fait 1 ou 2, 6, ça refait 3 à 6 BM et je peux one-shot à Valinor en fait. Et une fois que j'ai one-shot à Valinor, je suis vraiment serein. Mais et pareil, j'ai pas rentré ma charge à 8, du coup mes serpents ont pas strike first et du coup j'ai même pas pu double actif. Enfin, bon bref, c'était la misère. Mais j'ai zappé le moins une attaque et du coup c'est ça qui m'a mis dedans. Après, j'aurais très bien pu aussi, c'était gamble, hein, parce que si jamais je fais pas 3 ou 4, 6 avec les serpents, si j'en fais 0, bah, derrière, oui, Valinor, il prend 0, quoi. Mais je pense que si j'avais eu mes 21 attaques, le play était pas si con, encore que il était risqué et que j'avais pas besoin de prendre ce risque. Je pense qu'avec 21 attaques, plus Moratti, il y a une probabilité pour que je tue à Valinor, mais j'en avais pas besoin. J'aurais pas dû faire ça. Voilà, donc pour le débrief de cette game, de cette défaite qui est 100% méritée, j'ai mal joué et je perds, donc c'est plutôt logique. Et derrière, on a provoqué le match-up Zench. La liste Zench en face, c'était une liste classique démon, et personne voulait jouer là-dedans. Et Antoine il nous a dit, oh non, moi le miroir, il n'y a pas de souci, je prends le miroir. Du coup, on l'a pris au mot et on l'a mis dans le miroir et il a mis 17-3 dans le miroir. Donc, immense bravo à lui. A priori, il a l'avantage dans le miroir, notamment parce que si j'ai bien compris, c'est parce que Tsangor sur tireur ne prennent pas de malus. Et du coup, comme Zench tank beaucoup au malus, bah, ça marche moins bien. Donc il a géré comme un chef le match. Donc là, on voit que c'est plus dur puisqu'on perd 2 parties. Alors, on les perd pas de grand-chose, hein, ce qui nous permet de garder un score élevé, hein, mais on perd 2 parties, moi sur une bêtise et Thomas parce que c'est un match-up dur. Et à côté de ça, par contre, on a Romain qui fait le boulot, Martin qui fait le boulot parce qu'à mon avis, le match-up n'était pas évident. Yorin et Antoine qui font le boulot, donc c'est comme ça que ça fonctionne en team. On a tous des coups de mou à des moments. L'important, c'est de pas les avoir en même temps. Donc, on s'est tous soutenus et ça fait qu'on gagne assez largement la ronde. La dernière ronde, la ronde contre l'équipe, avec 3 membres de l'équipe d'Angleterre. Donc Max Barton était équipe Angleterre, James Tyndall équipe d'Angleterre et Phil Marshall équipe d'Angleterre et capitaine de l'équipe anglaise. Très très sympa Phil. On a beaucoup discuté, c'était très cool. On avait également Tom Marshall, c'est le frère de Phil. Et les autres joueurs, je les connaissais moins.
faut savoir que Niam Richards, c'est un joueur c'était son premier tournoi, et donc Phil m'a demandé si je pouvais le dire à Martin pour le prévenir, bah voilà, que c'était un joueur semi-débutant, que c'était son premier tournoi, et du coup Martin a passé une game full didactique avec lui, c'était très sympa. Il l'a d'ailleurs remercié d'avoir passé la game full didactique. Martin lui a donné plein de tips sur comment jouer, donc c'était très cool, et c'est toujours comme ça qu'il faut faire, bien sûr, dans ce genre de cas. Donc ça, c'était très bien. Derrière, le match-up Phil, Yorin et Tom, moi, c'est eux qui l'ont décidé. Donc ils ont décidé de donner le miroir ici et de prendre Gloom contre STD ici. Ce qui était le bon choix en termes de résultats, puisqu'on voit que du coup, ils gagnent sur l'ensemble, puisqu'ils font 23 et nous, on fait 17. Je vais y revenir. Sur le reste, nous, au début, on ouvre avec Caradon, il nous présente Sob, on donne le Sob à Thomas. Et Thomas, bah, il fait le boulot, hein, 17-3 sur le sub. Le sub, je crois qu'il avait gagné toutes ses games. Hein. Sa liste, d'ailleurs, est vraiment, vraiment très bien. Je vais vous la montrer. La liste est vraiment bien. Regardez, et franchement, je pense que la liste est très bonne. Donc, n'hésitez pas à la reprendre, à essayer un petit peu sur table. C'est très, très, très sympa à jouer. Après, il faut voir que les cadrons, les ballons, là, bah, ça fait mal. Et je crois qu'il a sorti 2 géants en un tour. Il a dû sortir Broad et le Warstomper en un tour. Donc, ça fait très très mal. Hein. Derrière, on a donné le miroir à Romain. On lui a demandé s'il était chaud, sachant que la liste en cast en face était à nos yeux beaucoup moins bonne, puisqu'il y avait Karazai, Praetor, il n'y avait qu'un seul pack de Palador, il n'y avait pas Crondis. Donc, grosso modo, on était assez content de donner le miroir, et il l'a éclaté. Donc, il a rempli le contrat. Confirme sa forme, mais ça tank pas. Ouais. Je joue cette liste sub également. Elle est très agréable à jouer. Bah, c'est cool. Trop bien. Yes. Et du coup, il y a eu contrat rempli, en tout cas, de nos joueurs. Thomas, on lui a choisi un petit peu son match-up, sachant qu'il avait Suns et je sais plus quoi, mais du coup, on lui a un petit peu choisi. Romain, il n'a pas été choisi. Romain, on l'a envoyé contre Stormcast. On a envoyé Romain et un autre truc. Je sais plus ce qu'on a envoyé d'autre. On a envoyé Romain et autre chose. Et ils ont choisi le miroir, ce qui m'a vraiment surpris. Derrière, Antoine qui se tape les 21 Stormfiend. Et en vrai, on était plutôt content parce qu'il a vraiment une liste qui peut screen correctement, qui peut repousser les FEP, ce qu'il a fait correctement, et ça lui permet de gagner le match. Donc ça, c'est très cool. Moi, je suis un petit peu sacrifié, entre guillemets. Grosso modo, le match-up 4 et 6, c'est eux qui décidaient. Donc on est censé être faible sur ces deux matchs, ce qui est le cas, hein, mais on perd pas tant que ça. Et nous, on est censé être fort sur les match-up 3 et 5, ce qui était le cas puisqu'on met quand même beaucoup plus, quoi. Hein. Nous, les match-up 3 et 5, c'est ceux-là qu'on choisit, et eux, les match-up que eux choisissent, c'est 4 et 6 ici. Donc, ils sont censés être forts sur 4 et 6, on est censé être fort sur 3 et 5. Donc, nous, on était fort sur 3 et 5. Après, évidemment, je vous ai dit que le joueur OBR était débutant, donc c'est normal de mettre un gros score, mais même s'il n'avait pas été débutant, notre Save to Darkness, c'est vraiment très, 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 très fort contre OBR. Donc, je dis pas que ça aurait été un 16-4, mais ça aurait été un bon score aussi, je pense. Et derrière, le match-up d'auteur, il y a plusieurs problématiques dans ce match-up. C'est que dans le match-up miroir, il a de gros avantages, Tom Marshall. Déjà, il joue morbide. Donc, j'ai pris 6 PV avec les Shackles dans Morati en 2 tours. Donc ça me met dans la sauce de fou, hein, parce qu'il peut mettre des PV dans Morati. Moi, je peux pas lui mettre des PV dans la sienne. Ça me met vraiment dans la sauce. Donc déjà, rien que ça, il a l'avantage de la course. En fait, le doc contre doc, c'est la course à qui tue Morati en premier, si vous voulez. Et moi, je prends littéralement 6 PV de désavantage sans qu'il commit quoi que ce soit à cause des shackles. Donc c'est très compliqué. Et derrière, on joue sur Limited Resource. Et lui, il a 3 packs de Kinerai plus Calicentol, donc il a vraiment plus d'unités, il a plus de contrôle, ce qui lui permet d'être plus rapide sur la map. Il a un peu moins de dégâts bruts puisqu'il a un pack de moins de Sister, mais dans le miroir, c'est pas très grave parce que dans le miroir, grosso modo,
Moratti, elle one-shot un pack, les packs se one-shot entre eux. Et il y a aussi beaucoup d'aléatoires parce que c'est à celui qui va réussir sa charge à 8 pour un strike first, parce que du coup, il peut pas se faire strike last, ce genre de choses. Et vos jets de dés sur les strike last, qui a le Mind Razor qui passe. Tout ça, c'est vraiment très aléatoire, mais il démarre avec un avantage certain avec Shackles et plus d'unités. Et du coup, comment dire, les résultats des dés ont été un peu des deux côtés équivalents, si vous voulez. Il n'y a pas eu trop de craquage d'un côté ou de l'autre, pas eu de choses surprenantes, mais du coup, il m'aurait fallu un petit peu d'aide des dés parce que ma liste est un peu en dessous dans le miroir. Je pense qu'on a tous les deux joué à peu près correctement le match-up, mais du coup, forcément, il prend un petit peu d'avance au score. Parce qu'à la fin, et à la fin, il faut que je vous raconte. À la fin, moi j'ai pu ma Moratti, enfin il m'a tué Moratti quoi. Et lui, sa Moratti, il lui reste 3 PV. Et du coup, il me reste pas loin de Moratti une Hag Queen, et je me dis, c'est parti, la Queen, elle va aller faire les 3 PV dans Moratti. Du coup, ce que je fais, c'est que je prends la prière qui fait que quand ma Queen meurt, je lance 2 dés sur un 5+, je fais une BM, donc elle explose quoi, grosso modo. Je réussis ma prière, donc je sais que il faut que j'essaie de tuer Moratti et j'ai entre guillemets une deuxième chance de faire des PV si en retour il me tue ma Queen. Donc j'envoie ma Queen à balle dans la Shadow Queen, je réussis ma charge, c'était une charge à 9 je crois. Je fais mon 8 sur les dés, plus 1 pour Doc. J'arrive, je balance les 4 attaques en 2+, 3+, Reine -1, dégâts 2, crit mortal, je fais aucun crit déjà, je suis un peu vénère, mais je crois que je passe 2 blesses. Derrière, il fait une save, il prend 2 PV. Et là, je me dis, allez, s'il me tue, je lance 2 dés, 1 5+, je tue Moratti. Voilà, il active la Shadow Queen, il me tue ma Hag, je lance mes 2 dés, je fais 4 et 2. Et du coup, j'explose pas à la tronche de la Shadow Queen. Ça aurait été si beau que ma Hag Queen, en mourant, tue Moratti. Mais ça n'a pas fonctionné. Donc lui, il a eu sa Moratti à 1 PV jusqu'à la fin de la game, grosso modo. Et moi, j'ai perdu ma Moratti, je crois, début T4. Donc oui, forcément, il prend un peu de l'avance au score parce qu'il a plus d'unités sur table, etc. Mais pas vraiment étonnant. Est-ce que ça t'a donné envie de modifier ta liste ? Oui et non. Ma liste, je pense que ma liste est moins bien à 6, mais meilleure à 8. Je pense qu'à 8, en fait, ma liste a besoin d'être un petit peu placée. Ce sur quoi on a galéré ce week-end, on l'a vu, je me suis tapé 2 match-up de tir et le match-up miroir Doc. Qui était pas en ma faveur. Donc, il faut pouvoir placer un petit peu la liste. Et à 6, c'est trop short. Donc, à 6, je pense que sa liste est vraiment meilleure. À 8, par contre, ma liste, il y a des choses qu'elle sort très, 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 très fort, quoi. Mais c'est beaucoup plus bourrin. Alors que sa liste est beaucoup plus contrôle et fine à jouer. Ce qui est cool, en vrai. Non, sa liste est vraiment très bien. Par contre, il faut voir aussi que dans un roster normal, il n'aurait probablement pas accès à Morbid sur Doc. Donc, bon, le miroir est quand même un peu moins simple. Au global, on a Yoren qui fait un 10-10 contre Phil. A priori, la game était épique et ça finit par un draw, donc trop stylé. Et du coup, au global, on gagne. On fait quand même des belles victoires parce qu'on a Thomas, Romain, Antoine et Martin qui font leur boulot. Et grosso modo, nous, on défend mieux sur la phase finale que eux ont défendu sur leur phase finale. Donc, on s'en sort bien. Et puis, oui, on a quand même bien géré sur l'ouverture, hein, avec Caradon et Stormcast. Après, on avait des listes plus énervées qu'eux et on avait un roster beaucoup plus uniforme pour voir que eux avaient, je dirais, 4 très bons joueurs. Le Scaven, je ne sais pas si c'est un bon joueur ou pas, j'en sais rien. Et ils avaient quand même un joueur débutant. Donc, c'est quand même moins facile pour eux de pairer quand ils savent qu'ils ont un match, entre guillemets, perdu, si vous voulez. Donc, c'est pas... Voilà. Mais en tout cas, moi, j'étais très content parce que le match Yorin-Phil a été exceptionnel. Phil m'a dit que Yorin avait été parfait dans le match. Donc, ça m'a fait extrêmement plaisir. Le match de Martin, Niam, il l'a remercié à la fin pour tout ce qu'il a fait. Donc, pareil, le fair play, tout ça, ça m'a fait extrêmement plaisir. Moi, j'ai pu rencontrer le frère de Phil. Donc, c'était un super match. On s'est bien marré parce que c'était vraiment le casino. Donc, c'était vraiment qui c'est qui arrive à lancer ces trucs.
SCE sur quel scénario? Je sais plus. C'était quoi? Le SCE, c'était Battle for the Pass. Sur la ronde là. Donc, donc on était assez contents, sachant qu'on a Thomas et Romain qui ont perfait contre 2 joueurs de l'équipe d'Angleterre. Donc c'est pas non plus anodin, même si les listes sont potentiellement favorables, c'est pas anodin. Non, on a attaqué. Ah oui, pardon. Afok a raison. Hein. On a attaqué avec Stormcast et autre chose sur leur Stormcast. SCE était placé en def. Non, pas trop. On a beaucoup plus attaqué que placé SCE. On a souvent attaqué avec SCE, STD parce qu'en fait, en face, ils sont en mode bah, je sais pas. T'attaques avec SCE, STD, c'est compliqué hein, à récupérer en face. Hein. C'est vraiment compliqué. Mais je pense que la liste Stormcast actuelle est j'ai envie de dire la meilleure version, je trouve, de Stormcast actuellement. En tout cas, dans ce style-là, c'est la meilleure version. Il y a probablement des styles différents qui sont jouables. Ne pensez pas que c'est la seule manière de jouer Stormcast. Il y a énormément de manières de jouer Stormcast. Dans ce style de jeu-là, c'est-à-dire One Drop Cron 10, je pense qu'il n'y a pas plus optique que ça, en One Drop Cron 10. Et c'est extrêmement bourrin. Pour vous donner une stat, vous allez rire. Romain n'a pas pu ressusciter une seule unité du tournoi. Pourquoi ? Parce qu'il a perdu sur l'ensemble des 5 parties. Il a perdu une fois Cron 10 et il a perdu une fois Divigilor tour 5. C'est tout. Il n'a pas perdu d'autres unités du tournoi avec cette liste. Est-ce que vous vous rendez compte de la débilité de la chose ? Il a perdu littéralement 2 unités sur 5 parties. Voilà. Voilà la force de la liste, quoi. Et Romain est un très bon joueur, hein. C'est pas le sujet, mais c'est juste la liste est vraiment broken. Donc ouais, perdu 2 unités. Il y avait des questions auxquelles j'ai pas répondu, je crois. Ah non, vous avez parlé. Je regarde juste si j'ai loupé. Ah, il y a quelqu'un qui voulait voir le résultat du sub. Ouais, je vais te les montrer, Fastasia. Avec du recul, tu changerais une liste pour une liste fake? On pourrait, ouais. Carrément. Genre la mienne, je pense que c'est compliqué de la rentrer dans un format 6. Et en vrai, oui, mais après, on n'avait pas de joueur fake. Si jamais on avait... voulu faire une compo absolument optique, on avait fait des trainings et tout, oui, peut-être. Là, on voulait aussi que les joueurs se fassent plaisir. Donc, c'était pas le but. Mais oui, je pense que typiquement, si on avait mis ma liste doc en fake, on aurait été beaucoup bien meilleur en termes de roster. Donc, mais après, on a personne. En fait, on a Antoine qui joue fake, mais je crois qu'il a pas de figue, donc il a pas de figue peinte. Vous avez pris quoi en fake comme liste? C'est extrêmement simple. Je crois que Martin m'a dit que la liste qu'il préférait c'était celle de Dean. Donc je vais te la montrer. Je vérifie. Toc. Je crois que c'est celle-ci. Ouais. Martin m'a dit que c'était celle-ci qu'il préférait, même s'il bougerait peut-être les Crypto en autre chose, mais sinon tout le reste exceptionnel, il m'a dit. Donc un truc qui ressemble à ça. Et encore une fois, hein, c'est de la suroptie. Ne vous sentez pas obligé de jouer avec ce genre de choses. C'est aussi certains styles de jeu. J'essaie, malgré le fait que je le fais beaucoup malgré moi, j'essaie aussi de ne pas participer au fait de pousser tout le monde à jouer des listes ultra opti de la vision des joueurs les plus compétitifs. Parce que ça ne fait que tuer la créativité. La créativité, elle vient pas que des joueurs des joueurs les plus vétérans. Elle peut venir vraiment de tout le monde. Et ça, c'est une idée. Il faut éviter de tout le temps faire du netlist. Mais bref, ça, c'est une des versions les plus efficaces de fake en ce moment, selon ce que Martin m'a dit.
Le spam des avatars qu'un Star Drake pointe gentiment le bout de son nez. Ok, c'est intéressant. Donc quelqu'un voulait voir les perfs, enfin le sub. On va aller regarder le sub un petit peu. Le sub c'était Max Burton, je crois. Ah oui, on peut pas filtrer par joueur, bon, c'est pas grave. Donc ronde 1. Max Barton, pardon, qui joue contre un autre Sons of Behemoth et qui fait 13-7. Il joue contre un Sons qui jouait 4 gros, ce qui pour moi est vraiment pas très bon. Il vaut mieux avoir 3 gros que 4 petits si vous jouez des gros. 4 gros, c'est vraiment, il y a trop de listes qui arrachent ça dans la méta. Genre nous, on a quoi qui a joué là-dedans? J'aimerais bien savoir c'était quoi. C'était Only Hams, c'est les deuxièmes. On a qui a joué là-dedans? Parce que... Puff. Ouais, vous voyez, Romain, il a mis 16-4, quoi. Ça meurt très vite. Donc, on continue sur la liste Kragnos Sub qui a mis 16-4 dans Zench. Et honnêtement, je sais pas comment il a fait. Parce que ce Zench, c'est une grosse liste. Hein. C'est pas... De mémoire, c'est une grosse liste. Hein. Donc, c'est intéressant. Après, il a beaucoup de bonus de touche, je crois. Puisqu'il a le Prize Beast. Enfin, il a au moins le Prize Beast sur le War Stomper. Qui aide. On a plein de listes qui tuent 1-2 gens par tour du buffing. Bah oui, et c'est pour ça que... en fait, ils étaient dans la sauce. Hein. Les géants, les listes géants, on les a éclatés. Hein. Les listes géants, bah là, on a mis 16-4. Et sur la dernière, on met 17-3. Donc, nous, on était peinards hein, contre Sub. Hein. Carnos change la donne. Un petit peu, hein. Un petit peu, c'est différent. La liste est différente. Elle tank pas vraiment mieux, hein, mais elle a plus de... Elle joue un peu plus différemment, en fait. Je me demande s'il faudrait pas que quelqu'un la joue sur le stream, mais j'ai pas les figues, quoi. J'ai aucune figue. Bref. Ensuite, le sub, il a joué contre pif. Il a joué contre Daughters of Cain et il fait 11-9. Et il y a quoi dans sa liste d'auteurs? Ah oui. Dans la liste d'auteurs, pour moi, elle est vraiment pas très bonne parce qu'il y a 2 packs de serpents de corps à corps séparés, mais c'est des petits packs. Il a pas de pack renforcé. Parce que je me suis dit, normalement, Doc c'est censé éclater sub. Et là, il gagne 11-9, ce qui est pas une mauvaise perf. Enfin, gagner 11-9 contre Doc, même avec une liste pas ouf, c'est quand même pas mal parce que Moratti, c'est vraiment horrible pour Suns. Donc gagner 11-9, c'est vraiment pas une mauvaise perf. Hein. C'est vraiment pas un match-up facile. Ensuite, hop. Il a gagné 15-5 contre un OBR qui jouait Nagash, Cavalos, Morgas, Terratic. Donc ouais, il a fait des bonnes perfs, hein, le Suns. Hein. Et ouais, le War Stomper en Price Beast, il fait pas rigoler. Hein. Il fait vraiment pas rire. Hein. Donc voilà, donc bilan extrêmement content du tournoi. C'était très cool. Extrêmement content de tous les joueurs qui sont venus. Ça m'a fait extrêmement plaisir parce que j'ai eu 0 regret sur les joueurs de l'équipe, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein, mais en tout cas là, vraiment, ça a été fair play à 100% avec tout le monde jusqu'au bout, ce qui est l'objectif. Et en plus, le résultat a été là. Donc très heureux de ce résultat et de tous ces joueurs qui ont rempli le contrat, tous les contrats que je leur avais demandé. Donc un immense merci à eux, à Thomas qui est dans le chat, c'était très cool. Et on va regarder pour se faire une game en stream, Thomas, si ça te va, pour montrer un peu en live ce que Caradon ça fait. Ça m'intéresse énormément. Donc on va se démerder, on va se trouver une date. Et sinon, il faut aussi savoir, je l'ai montré sur le Discord,
que c'était un tournoi AOS et 40K. Alors vous allez rire, hein. Nous étions 36 sur AOS puisqu'on avait 6 équipes de 6. Sur 40K, c'était un événement d'équipe 40K. Sur 40K, ils étaient 700. 700. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça fait 700? Pour info, alors voilà une photo d'une des deux salles. Ça, c'était une salle, et il y avait une salle aussi grande de l'autre côté. Et là, je suis pas sûr qu'on se rende compte de la taille de l'event, mais c'était immense. 700, il y avait 140 équipes de 5. Vous vous rendez compte, 140 équipes de 5? La table des enfants pour AOS. Un peu, ouais. On était tout au fond, là. Donc, vous imaginez le Captain's Meeting à 140? Exceptionnel. Mais c'était le plus gros événement d'équipe au monde, je crois, de 40 000. Et c'était extrêmement stylé de voir tout ça. Tout le monde était à fond. Franchement, c'était très, très, très sympa à voir. Voilà un petit peu le débrief du tournoi. J'ai autre chose à vous dire. Un petit truc, hein. Ce week-end, j'ai trouvé sur les réseaux quelqu'un qui vendait une armée Soul Blight, mais que les Death Rattle, etc. Et ça, c'est des choses qui m'intéressaient parce qu'en fait, les Death Rattle, c'est des choses qui sont potentiellement chères à peindre parce qu'il y en a plein, qui sont en général même pas très bien peints parce que c'est peint vite, et du coup, qui reviennent très cher quand vous voulez en jouer. Donc, en fait, j'ai repéré sur les réseaux quelqu'un qui vendait une armée. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Bougez pas, ça arrive. Hop. Merde, attendez, je me paume. C'est ça que je veux faire. Hop. Hop. Si je fais ça. Hop. Est-ce que je peux voir un truc? Oui. En fait, j'ai acheté ceci en Soul Blight. Non, j'abandonne pas les IJ. Je vous ai dit que j'achetais Vordry. Que je voulais acheter le nouveau Vordry. C'est pour préparer pour préparer le Soul Blight, l'armée Soul Blight. En fait, ce que vous voyez là, quasiment tout, c'est du Death Rattle, donc c'est des petites merdes, et c'est vraiment, ça fait cher de faire peindre tout ça. Donc en termes de deal, si vous regardez, là il y a 100 zombies, il y a 40 squelettes, il y a 20 Direwolf, 20 Graveguard, 15 Black Knight, 5 Blood Knight. Et du coup, si vous voulez, imaginez un zombie à faire peindre un peu à l'arrache, c'est probablement 5 balles le zombie. Et c'est pas trop cher payé, ou même 4 balles le zombie. Alors, bien sûr que moi, j'en aurais pas acheté 100, j'en aurais acheté peut-être 40. Mais là, vous imaginez déjà qu'à 4 balles le zombie fois 40, ça fait déjà 160 balles, sans parler du prix des figurines à l'achat. Les squelettes, ils sont vraiment plutôt bien peints. Je vais vous les montrer juste après, l'état des figurines. Les squelettes, ça va vite chercher dans les 8 balles par figurine en peinture, dans ces eaux-là. Du coup, vous vous rendez compte des tarifs de faire peindre tout ça. Alors, il n'y a pas tout qui est peint. Et d'ailleurs, par exemple, les Black Knight, je vais les revendre. Donc, ça me fera... Les Black Knight, moi, je veux pas les anciens modèles, ça m'intéresse pas. Mais du coup, je vais vous montrer un peu la qualité de la peinture. Donc là, par exemple, ce sont le vampire, le nécro et le corpse cart. C'est vraiment très bien peint. Là, vous voyez les highlights du nécro, etc. C'est très bien peint. Un modèle peint comme ça, un modèle unitaire de champion, c'est difficile de faire peindre un truc à ce niveau-là à moins de 20 ou 30 euros. Donc vous imaginez bien que prix de la boîte plus peinture, juste des deux persos-là, c'est 100 balles. Ok ? Donc vous commencez à imaginer le prix en fait auquel va revenir l'ensemble de ça. Voilà, c'est très quali. Là, regardez les Graveguard. Alors certes, c'est les anciens. Donc je les garderai parce qu'ils sont trop beaux. Vous avez vu la bannière. En fait, ceux-là, je vais pas les revendre. Je vais les garder pour au cas où
au cas où j'ai besoin de dépanner des Graveguards. J'achèterai peut-être des nouveaux, mais en tout cas, ceux-là, ils sont très beaux. Donc, je vais pas les revendre. Et ils me dépanneront ou voilà. Mais du coup, vous voyez la qualité de peinture là, ça, à faire peindre pour 20 Graveguards, vous vous rendez compte du prix auquel ça peut partir. Bah, je sais pas si vous vous rendez compte, mais les prix de peinture. Regardez les squelettes. Les squelettes, ils sont trop beaux. L'armure est un peu rouillée. Vous avez des highlights, vous avez du edge highlight sur la cape. C'est vraiment, la peinture est vraiment très quali. D'accord? Donc, vous avez ça. Après, c'est pas tous les nouveaux squelettes, c'est aussi les anciens. Donc, ils sont moins beaux, mais la peinture reste quali. Ok? Donc, vous voyez ça. Les loups, ils sont. Alors, c'est pas forcément comme ça que je les veux, mais au pire, si je les veux pas comme ça, je peux les sous-coucher et les refaire. Ça, c'est pas grave. Les zombies. Il y a 100 zombies et regardez, ils sont vraiment tous bien peints. Vous vous rendez compte de combien ça coûte de faire peindre ça? Enfin, c'est vraiment énorme. Là, les zombies sont vraiment très beaux. Ce qui est cool, hein, en vrai. Donc, du coup, j'ai vu ça. Et après, les Black Knight, tout ça, je vais vendre. Ça, je vais vendre, j'en veux pas, j'en ai pas besoin. Je vais vendre pour une bouchée de pain à qui veut parce qu'il y a les nouveaux modèles qui sortent. Donc, je vais les vendre pas cher, mais c'est juste pour pas que ça traîne chez moi, quoi. Ça, c'est une autre version des loups que j'aime pas trop. Je vais peut-être les revendre. C'est la version 40K, je crois. Je vais peut-être les revendre parce que j'aime pas trop, mais en attendant, ça peut dépanner. Et là, il y a un début de Blood Knight il me fallait des Blood Knight de toute façon. Donc ça fera mon pack de 5. Il me faudra un pack de 10 après, probablement. Mais ça là je les garderai et vous voyez que déjà même le début de peinture ici il est vraiment plutôt joli, donc si ça se trouve il y a du edge highlight partout, si ça se trouve je vais même peut-être garder le style là, mais après le problème c'est que je pense que je vais juste le faire sous-coucher et refaire parce que si garder ce style là c'est très compliqué de reproduire la même chose pour un peintre exactement sur les autres et il risque de dénoter, donc il est possible que je le sous-couche de toute façon. Mais voilà, et ça, il y a des débuts de choses sur quelques figurines, quoi. Et donc, du coup, pour ça, j'ai payé, avec les frais de port, j'ai payé 400 €. Et en toute honnêteté, je pense que j'ai vraiment fait une affaire, en tout cas pour moi, pour ce que je veux. Ben, ça m'a coûté beaucoup plus cher. Et ça me fait tous les petits trucs, vous savez, c'est quand vous voulez finir une armée sous le light, vous avez besoin de ce genre de choses. Et en toute honnêteté, ça aurait été peint beaucoup moins bien et ça m'aurait coûté plus cher. Là, tout ça, c'est vraiment très bien peint. Je vais revendre les 15 Black Knight pour pas trop cher parce que de toute façon, ça partira pas. Mais sinon, il y a vraiment plein de choses que je vais garder. Et vraiment, du coup, je suis tombé là-dessus et je me suis quand même tâté un moment. Et je me suis dit, mais en fait, t'es trop con. Tu sais qu'à un moment, tu vas vouloir te faire peindre ça. Et autant l'acheter déjà peint, c'est très bien peint. En plus, c'est peint sur des choses un peu génériques, donc ça ne force pas trop le color scheme de l'armée. Tout ça, c'est un peu générique, ça va. En plus, c'est des couleurs que j'aime bien, donc c'est pas un problème. Ça, c'est la couleur de la box art. Ça me dérange pas, si vous voulez. Et en plus, le Death Rattle et le Vampire, c'est vraiment quasiment des choses différentes qui vont être réunies par le socle. Alors le socle, il est possible que je refasse complètement le socle, mais ça c'est pas grave, ça je peux le faire moi. Donc voilà. Grosso modo, j'ai acheté ça et je pense que ça c'est très cool parce que c'est toute la partie un peu chiante, un peu nulle de Soul Blight que j'ai pas besoin d'acheter, que j'ai pas besoin de faire peindre. Parce que ouais, il faut voir aussi le prix des box. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte du prix des box de ça, mais c'est plus que 400 €. Hein. Je cherche une armée Ogre full gros si jamais. Oh, peut-être moi aussi, mais non. Pour la chaîne, peut-être. Mais ça marche, Spiegel. Mais moi, j'en ai pas, en tout cas. Donc voilà, je vais vous dire ça. Ça, j'ai trouvé ça ce week-end. Et c'est un Anglais, un Britannique, qui vend ça. Et du coup, Romain, qui a une adresse britannique, va me les récupérer. Donc ça, c'est très bien. Ça me fait très plaisir. Et puis voilà, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire sur le tournoi de ce week-end? Pas grand chose, si ce n'est que la suite des tournois de Nine Inch Baguette, ça sera en mars au Danemark. Je vais aussi bosser sur un vrai logo parce que j'ai envie d'éditer des dés Nine Inch Baguette, j'ai envie d'éditer des réglettes en forme de baguette, des réglettes de 9
pouces, évidemment, des 9-inch baguettes, des vrais 9-inch baguettes, quoi. J'ai envie d'en faire. Et j'ai envie de faire des goodies, ce qui m'amène aussi à j'ai envie de faire des goodies pour la chaîne, donc des dés éventuellement, Edge of Spoon, des choses pour mesurer, des trucs. Donc ça j'ai envie de faire et je verrai un peu en même temps. Donc tout ça, ça va arriver dans un futur plus ou moins proche, suivant comment ça se goupille. Il y a Ligue 2 Ronald, je crois, ce week-end. On pourra regarder les listes et rosters. Ouais, Spiegel, on regardera après la Ligue, je pense. Ça fera d'une pierre deux coups. On regardera à la fois les résultats et les rosters. Ça fera une pierre deux coups. Mais oui, on pourra regarder. Attendez, je regarde un petit peu mon emploi du temps pour voir quand est-ce qu'on fera ça, éventuellement. Sans garantie, hein, parce que ça peut bouger, mais on regardera. On regardera la semaine prochaine, mercredi ou jeudi. Je ne sais pas encore quand, parce que j'ai une partie qui sera mercredi ou jeudi, et donc l'autre date, ça sera pour les news et pour regarder ce genre de choses. Quoi, on regardera. Avec plaisir. Et avec tout d'autres Ligue 2, si jamais vous avez envie qu'on regarde d'autres Ligue 2. D'ailleurs, n'hésitez pas à me les envoyer si vous voulez qu'on regarde. Il n'y aura pas de lézard. Un dernier truc. Je vais vous demander de m'envoyer des idées parce que j'ai pensé ce week-end, on discutait ce week-end avec les joueurs de 9-inch Baguette du fait qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent de la V4, de certaines règles un peu abusées en V4. Et en fait, les gens se rappellent plus de ce qui existait en V3. Il y avait des choses complètement broken en V3. Et du coup, j'ai eu envie de faire une tier list des règles les plus pétées en V3, des trucs les plus horribles qu'on s'est tapés en V3. Et du coup, si vous pensez à ce genre de choses, vous pouvez m'envoyer un MP, je le mettrai dans la liste, et comme ça, on pourra classer les règles les plus pétées en V3 qu'on n'a plus maintenant et qu'on est bien content de plus avoir. Je vous donne un exemple juste pour vous situer un peu avec un truc. Par exemple, la Death Frenzy. La Death Frenzy, c'est une règle qui faisait que quand vous mouriez, vous tapiez. Et ça, c'était complètement con. N'hésitez pas à m'envoyer en MP ce type de choses. Et comme ça, à un moment, je sais pas quand, hein, on fera peut-être à l'occasion du stream d'anniversaire. J'ai commencé à programmer un peu ce qu'on va faire sur le stream d'anniversaire. Ça va être très cool. D'ailleurs, donc le Soulpity, c'est une bonne. Par contre, je le retiendrai pas dans le chat, donc n'hésitez pas à me l'envoyer directement en MP ou à le mettre dans quelque part sur le Discord, je le verrai. Et du coup, oui, j'ai commencé à organiser le stream d'anniversaire. Soyez là, il va y avoir des choses que vous allez rater qui ne seront pas dans la rediff. Donc soyez là si vous pouvez. Donc on fera peut-être ça. Ça peut être marrant de faire ça aussi dans le cadre du stream d'anniversaire. Une petite tier list des règles les plus pétées de la V3. Regardez pas forcément que des unités ou de la puissance brute. Regardez vraiment des règles qui n'ont aucun sens. Là, je vous ai donné l'exemple de la Death Frenzy. Alors certes, c'est les Skaven qui en profitaient le plus, mais juste l'essence même de la règle était complètement con. Je peux vous en donner un autre. Tout ce qui était grab. Grab, c'est vraiment des règles, une des pires règles du jeu, le grab. Le fait de forcer un adversaire à bouger des figurines, c'est une des pires règles du jeu parce que c'est inarbitrable. Donc voilà, regardez un petit peu ce genre de choses aussi. Après, on pourrait faire aussi qu'est-ce qui a été le plus broken en termes de sortie de bouquins. Voilà. Donc, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire ce soir. Petit stream tranquille parce que je suis un petit peu fatigué. Je rentre de week-end. Et du coup, soyez là au stream d'anniversaire. C'est le 17 février. Si vous n'y êtes pas, vous louperez des trucs. C'est des surprises. Sinon, on se voit mercredi pour Eevee Meta avec Romain centré sur les solos. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de soirée, un bon mardi et à mercredi soir. Plein de bisous. Ciao, ciao.